Bonjour, je suis Charlotte et vous souhaite la bienvenue dans La Tête de l'Emploi, le podcast d'Hippolyte RH qui décrypte les enjeux majeurs du monde de demain. Le vieillissement de la population s'accélère en France et dans la plupart des pays développés. Les Nations Unies prévoient d'ici 2050 le doublement du nombre de personnes âgées dans le monde, passant ainsi de 700 millions de personnes en 2020 à 1,5 milliard d'individus. La situation nécessite de repenser les principes fondant les politiques publiques d'accompagnement de ces populations vieillissantes, mais aussi d'accroître les ressources qui y sont consacrées. Désormais, ces populations aspirent à une prise en charge de meilleure qualité, à domicile ou dans des structures adaptées. Au cœur de ce tournant historique, les professionnels de santé, qui vivent une profonde mutation de leur travail quotidien. Nous le savons, la France et l'Europe manquent cruellement de ces professionnels. Une pénurie de personnel qui s'est accentuée depuis la crise sanitaire. Pour y remédier, les entreprises dans le domaine du médico-social renouvellent leur processus de recrutement et soignent leur marque employeur. Pour en parler avec nous aujourd'hui, Mathieu Picard, directeur du recrutement chez Domusvie. Bienvenue Mathieu, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre invitation Charlotte. Si on en revient aux difficultés de recrutement dans le domaine, selon une enquête de la Fédération hospitalière, 99% des hôpitaux et EHPAD rencontrent des difficultés de recrutement dans les métiers du paramédical. Ce chiffre fait quand même froid dans le dos. Le CINERPA, donc, qui est le principal syndicat des EHPAD privés, a réclamé en juin dernier un plan d'urgence afin d'aider le secteur à recruter et aussi vous permettre d'être accompagné dans le maintien des services proposés durant la période estivale. Ma première question est donc, est-ce que cet été vous a semblé plus compliqué à aborder en termes de recrutement ou finalement la situation est-elle semblable à celle des années précédentes ? Est-ce que vous pouvez nous dresser un petit état des lieux de la situation ? C'est un été plus compliqué que les précédents, y compris les deux précédents pendant la crise Covid et y compris ce précédent la crise Covid. Vous l'avez dit en introduction, c'est une crise qui a accentué les difficultés, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes avant. Nous, on est donc le troisième groupe avec quand même une sorte de puissance de feu. Enfin, on est visible par les candidats. On note depuis quelques années quand même des difficultés sur certains métiers. D'abord sur certaines régions, puis après sur les métropoles, et aujourd'hui globalement en France entière. Est-ce que vous savez combien d'infirmiers et d'aides-soignants vous avez recrutés depuis le début de l'année ? Alors on a une année qui est positive, ouais. Donc on a plus d'entrées que de sorties en termes de CDI. On arrive à attirer des nouvelles personnes. Il y a, cela dit, tout de même un turnover. Le turnover fait que on aimerait bien quand même pour nos résidents et les personnes à domicile, c'est mieux que les personnes voient toujours les mêmes visages en fait, que les personnes restent du coup en poste. Même si on arrive à les remplacer, on préfère que les gens restent. Alors, on évoquait précédemment le CINERPA, donc le syndicat a demandé la mise en place d'un plan d'urgence semblable à celui mis en place pendant la crise sanitaire, qui propose par exemple de faire appel à l'intervention de professionnels extérieurs, que ce soit des libéraux ou des étudiants. Est-ce que vos établissements font appel à ces aides extérieures ? Oui. Les libéraux, alors on l'a fait pendant la crise. Et on serait ouvert évidemment à continuer à le faire si évidemment les autorités sanitaires le facilitent en fait. Les étudiants aussi très récemment en fait ils permettent par exemple aux étudiants infirmiers qui ont fini leur dernière année de pouvoir travailler directement sans attendre le vrai diplôme, enfin le papier ou la cérémonie, oui. Enfin voilà. Donc ça va nous aider, à leur proposer des jobs étudiants et à combler des remplacements. Ce que je peux dire sur ce point, c'est qu'évidemment les aides sont les bienvenues pour des aides d'urgence de remplacement, de mobiliser comme vous dites, de l'extérieur. Ce qui est à faire, je pense, par les autorités, c'est aussi mettre en valeur nos métiers. Alors, il y a eu des campagnes par le ministère de communication sur les métiers du grand âge. Aujourd'hui, je pense que ça passera aussi par une sensibilisation des plus jeunes, des collégiens, des lycéens sur ces métiers. Évidemment, nous, on est portes ouvertes pour les accueillir, pour leur montrer comment c'est au quotidien. Vous menez des actions dans ce sens ?
Alors, on mène des actions auprès des gens qui sont déjà engagés dans ces filières. voies. Par exemple, des étudiants et aides-soignants, pour les attirer vers les métiers des EHPAD, qui sont particuliers. On va faire des journées portes ouvertes, par exemple. Enfin, les établissements vont le faire avec les établissements de formation à proximité. Mais pour moi, parler de nos métiers, parler de métiers du grand âge et en EHPAD, c'est aussi les autorités qui peuvent mettre en place cela pour prévenir des pénuries à venir, en fait. Ok. Combler la pénurie actuelle. Ok. Donc le secteur de la santé, on l'a dit, est un marché en tension. À votre avis, quelles en sont les causes ? Elles sont diverses. Pour ce qui est des métiers du grand âge, les métiers en EHPAD, ce sont des métiers exigeants. Voilà. Qui forcément, comparés à d'autres avec le même diplôme, vont moins attirer. Donc on essaye évidemment de mettre en avant ces métiers, de montrer que dans la réalité, c'est des beaux métiers. Les EHPAD, ce sont des lieux de vie. Donc on ne fait pas que du soin, même une aide-soignante ne fait pas que du soin. Il y a un accompagnement vraiment de la personne âgée, il y a son quotidien à animer, il y a des belles choses, hein, il y a des belles histoires qui se créent en EHPAD, et c'est ce qu'on essaye de faire, de montrer aux personnes qui hésitent aujourd'hui avec leur diplôme d'aller vers l'hôpital, vers les cliniques ou bien vers les EHPAD. On évoque bien souvent les salaires trop bas et les conditions de travail qui se sont dégradées. On parle de burn-out, de manque de moyens, de pression, de stress, de manque de reconnaissance peut-être aussi. Concrètement, quelles sont les actions qui sont mises en place au sein du groupe pour pallier à ces freins ? Alors sur les salaires, il y a des revalorisations. Je peux pas dire partout, tout le temps. Sur les salaires, il y a des revalorisations, ne serait-ce que par la prime Macron. Mais ce que l'on voit quand on parle à tous ces candidats, et moi j'ai une équipe qui est en contact quotidien avec des candidats soignants, infirmiers, aides-soignants, c'est que certes, la rémunération est très importante, mais les conditions de travail dans le sens organisation, planning, il y a eu un changement en fait dans les attendus de la part des candidats. Aujourd'hui, on met une annonce pour un poste d'aide-soignant en planning traditionnel, c'est-à-dire en petite et grande semaine avec un week-end travaillé. Ça attirera très peu de candidatures. On met un planning avec des jours en semaine, donc du lundi au vendredi, avec des horaires entre guillemets de bureau, avec pas de week-end ou un week-end sur 3 ou un week-end sur 4 travaillés, on va avoir beaucoup plus de candidatures. Donc des aménagements plutôt horaires pour peut-être pour gagner en qualité de vie pro, vie perso. Voilà. Ok. Cette situation, inévitablement, elle entraîne des conséquences. Par exemple, l'absentéisme. Le taux d'absentéisme n'a fait que croître ces dernières années. En 2012, on avait un chiffre de 7,4%, 9% en 2019 et 10% en 2021. Donc on voit bien que ça augmente. Cela fragilise, j'imagine, le fonctionnement au quotidien des équipes. Comment faites-vous chez Domus Vie pour lutter contre cet absentéisme ? Alors, l'absentéisme, je pense qu'il découle, cette augmentation de l'absentéisme, il découle aussi d'un changement dans ce que les gens recherchent. Depuis la crise, beaucoup plus de personnes cherchent des missions ponctuelles, veulent pas forcément s'engager sur une structure, mais plutôt, alors peut-être par attrait de la rémunération, puisque du coup ils peuvent beaucoup plus travailler. Ils veulent pas s'engager forcément et ils recherchent des missions, de l'intérim. Ils occupent leur quotidien avec plusieurs missions, plusieurs types de missions. Ce qui fait que nous aussi, on s'adapte à ça. Et très récemment, on a lancé une application en interne, JobVie, qui propose aux professionnels de s'inscrire, de rentrer leur disponibilité et aux établissements donc de faire appel à eux.
Nous venons d'évoquer le sujet des salaires, des conditions de travail. C'est des sujets qui sont malheureusement très souvent exploités par les médias. Cette mauvaise image que les médias peuvent donner du secteur, est-ce que, selon vous, ça peut freiner des vocations ? Alors, de ce que très récemment, avec les dossiers qui sont sortis sur l'émission Cache Investigation, on a un peu sondé justement les candidats. On n'a pas vu de baisse de candidature. D'accord. Et puis en sondant les candidats, on a vu que alors Domusvie a été très peu cité dans l'organisation de ces EHPAD, dans le travail de ces EHPAD au quotidien. Donc on n'a pas eu de retour négatif de la part de candidats. Alors si on en revient à la question du recrutement, on a parlé tout à l'heure de la période estivale, mais vous chez Domusvie, comment avez-vous pris le contre-pied ? Comment ça s'organise cette période estivale en amont dans le recrutement chez Domusvie ? Alors on prépare bien en amont la période estivale, par exemple pour les remplacements d'été. Tout ce qui est la restauration, les cuisines, donc, pour recruter des cuisiniers, on le prépare dès février. D'accord. On prend très dans le quotidien, enfin très opérationnellement, on prend connaissance auprès des établissements des jours de congé de leurs cuisiniers et de leurs chefs cuisiniers, et on met en place du sourcing et des annonces dès le mois de mars pour l'été. Quel process et quels outils utilisez-vous pour recruter ce personnel saisonnier ? Alors, on multiplie les moyens. Aujourd'hui, moi, j'ai une équipe de 7 chargés de recrutement qui font beaucoup de sourcing pour nos établissements. Elles mettent en place des annonces, font du tri de CV, mais aussi beaucoup de contacts directs à partir de CVTech. On a évidemment nos annonces qui sont via un ATS multidiffusé, donc sur toutes les plateformes importantes. On sponsorise nos annonces aussi, donc via notre agence, et on fait du sourcing sur les réseaux sociaux. Alors, vous réalisez environ 1500 recrutements par an. Comment les soignez-vous, ces recrutements ? Comment développez-vous votre attractivité ? Est-ce que cela nécessite d'être tout le temps dans l'innovation ? Est-ce qu'il y a des outils ou méthodes à privilégier plus que d'autres ? Alors moi, mon objectif, c'est pour les dossiers qui me sont donnés, c'est de soigner l'expérience candidat. L'expérience candidat, elle va du premier clic sur une annonce jusqu'à, pour moi, les premières semaines d'intégration sur un poste. Donc j'ai toute cette chaîne, et alors en amont de l'annonce, jusqu'à l'annonce, la candidature elle-même, c'est bien géré. Ensuite c'est l'intégration, et ça on sensibilise les établissements pour justement qu'ils s'organisent pour quand quelqu'un prend un poste, que la personne soit bien accueillie, soit qu'on lui fasse le tour de la résidence, qu'on la présente à tout le monde, qu'on soigne son arrivée, parce que c'est très important. On fait ça dans toutes les industries, dans toutes les donc la santé ne doit pas y déroger. Et donc aujourd'hui, on met en place en fait des livrets d'accueil, des goodies, ce genre de choses, auprès des établissements pour qu'ils soignent l'intégration de leurs nouvelles recrues. Sans oublier aussi le contact local, en fait, qui est très important avec ce que nous on appelle en interne les prescripteurs de l'emploi. Ça peut être la mission locale, évidemment le pôle emploi, les écoles à proximité, ça peut être la mairie, ça peut être même, j'ai envie de dire, la boulangerie du coin, et on invite et on forme en fait nos établissements, les directeurs surtout, à travailler ce réseau, à faire connaître leurs établissements en local pour que ces prescripteurs puissent orienter des personnes avec qui elles seraient en relation vers nos métiers, vers nos besoins. D'accord. Et travailler dans le secteur du grand âge, c'est aussi donner du sens à son travail. Vous en avez un peu parlé, mais les valeurs Domusvie, vous les transmettez comment à vos candidats, à vos talents ? Alors, je dirais qu'on c'est plutôt eux qui s'intègrent dans ces valeurs. Enfin, on recrute évidemment alors, je vais pas vous dire au quotidien.
on va pas poser la question à une aide-soignante, une infirmière, surtout dans la situation actuelle, quelles sont ses valeurs. C'est des choses très personnelles, mais en tout cas, on met nos valeurs en avant, que ce soit dans notre marque employeur, et on invite les établissements à le faire quand elles ont des candidats en phase 2, pour dire ce qui est important. Voilà, dire ce qui est important pour l'établissement, et si les personnes se reconnaissent dedans, ça va les attirer. Donc, une fois le talent recruté, comment vous le fidélisez? Parce qu'une fois qu'il est arrivé, que tout s'est bien passé, qu'il s'est bien intégré, comment faites-vous pour le garder, ce talent? Alors, on a depuis plusieurs années un programme, c'était pas un programme un projet, ça fait de lui-même, en fait. C'était un hashtag qui à l'origine, c'est petites et grandes attentions. En fait, ce sont tous les dispositifs à destination de nos collaborateurs dans les établissements qui font que voilà, on soigne leur quotidien. Donc ça peut être du soutien scolaire, ça peut être des indemnités kilométriques, de l'aide vraiment pour leur quotidien, pour leur faciliter les choses, et ça soigne notre attractivité, mais ça leur facilite leur quotidien. La QVT est vraiment aussi un facteur très important pour DomusVi auprès de nos collaborateurs. Vous avez des outils de QVT? Vous avez des moyens sur lesquels vous appuyez? Aujourd'hui, ce sont ces dispositifs qui sont vraiment variés, qui sont pris en fait par les établissements. On n'impose rien aux établissements, c'est eux qui se saisissent de ces outils pour mettre en valeur. Ça peut être la médaille du travail, par exemple, pour quelqu'un qui est là depuis 20 ans. Ça peut être vraiment au quotidien des petits gestes qui font que la personne se sent considérée, à raison, et qu'on leur facilite leur quotidien. Finalement, on reste toujours dans l'humain, en fait. Ah, c'est le plus primordial. important. Ok. Est-ce que vous favorisez la formation continue chez DomusVi? Tout à fait. On est aujourd'hui avec un processus de VAE qui est vraiment institutionnalisé, en fait. Donc l'établissement repère parmi leurs effectifs des profils qui souhaitent évoluer, et donc les inscrivent grâce à une direction formation au siège dans un processus de VAE. Est-ce que dans vos établissements, nous pourrions imaginer, nous inspirer du concept de l'hôpital magnétique, hein? Donc, l'hôpital magnétique, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui a été imaginé par des soignants dans les années 80, mais qui peine à traverser l'Atlantique. C'est un concept qui repose sur l'idée de prise de décision partagée, de valeur d'autonomie, de délégation, de reconnaissance au travail. Est-ce qu'on pourrait l'imaginer dans le secteur privé? Alors, nos structures sont des structures de plus petite taille, j'imagine, que ceux de ces hôpitaux magnétiques. On a en moyenne une 50aine de personnes donc sur nos établissements. Et déjà, par notre taille, en fait, on est déjà dans un management très proche du terrain. Le directeur ou la directrice d'un établissement, il est pas dans son bureau, il y est peut-être un cinquième de sa journée, le reste du temps il est dans les couloirs, il est auprès des équipes, il est auprès des résidents, auprès des familles. Donc on a déjà cette proximité de management et déjà beaucoup de management participatif. Donc les effectifs, les collaborateurs sont je dirais pas qu'ils prennent part aux décisions, mais ils sont mis au courant, ils sont embarqués dans des projets, parce que si on les embarque pas, de toute façon, les projets décollent pas. D'accord. Donc, on a évoqué les difficultés de recrutement. Quelles sont les pistes pour pallier à ces difficultés? Est-ce que vous faites appel ce qu'on appelle le reskilling? Est-ce que vous favorisez l'apprentissage? Vous créez des ponts entre les métiers du grand âge? Vous revalorisez les salaires? Est-ce que tous ces moyens, toutes ces pistes sont exploitées chez DomusVi? Oui, un peu de tout. Voilà, on agit sur tous les leviers que l'on peut, que ce soit par la formation, par l'attractivité, la formation à nos métiers. On a en PACA depuis la rentrée dernière, depuis septembre, un dispositif avec le Pôle emploi où en fait Pôle emploi nous parle de nos métiers à des personnes qui n'en sont pas.
qui sont assez proches et qui s'y intéressent en tout cas. Et nous, si ça match, on les intègre chez nous en commençant par une formation de 2 semaines. Une formation qui est la même que l'on fait auprès de nos agents de service hôteliers. Une formation de 2 semaines qui leur permettra de connaître un peu mieux nos métiers, et un tutorat de 4 semaines. Donc au bout de 6 semaines, ils intègrent les équipes, souvent en CDD long de 6 mois. Et après, si ça se passe bien, évidemment, on va les intégrer dans un processus de VAE. D'accord. Est-ce que vous prévoyez d'élargir ce dispositif à d'autres régions ? Oui, c'est dans les cartons. On va d'ailleurs le marketer en interne, entre guillemets, pour que nos établissements puissent se positionner, être intéressés par ça. Donc on est en train justement de penser à ça pour la rentrée. Est-ce que vous créez des ponts entre les métiers du grand âge ? Oui. On a, de fait, ça s'est toujours fait en fait dans le métier de la santé. Il y a par exemple, une auxiliaire de vie qui intervient à domicile pourra faire une reconversion très facilement en EHPAD. Toujours après, évidemment, pas en tant qu'aide-soignante directement, mais après une formation, elle pourra devenir aide-soignante. Donc on a ces ponts qui se sont toujours faits et que nous, on essaie de faciliter. Si nous devions résumer, quelles sont les clés d'un recrutement réussi dans votre domaine ? L'attractivité, le parcours candidat et l'intégration. Et plus tard, l'organisation, le quotidien, vraiment. Je pense que si on est clair dès le début dans ces parties-là, dans l'expérience candidat, s'il a toutes les clés pour prendre sa décision, le quotidien après sera pas une surprise et ça se passera mieux. On a trop en fait aujourd'hui. Alors, je parle du secteur en général. On est dans le rush, donc et les candidats sont pas forcément non plus ils sont aussi dans le rush en fait. Donc on se dit oui, on se tape dans la main et chacun d'entre eux pense on verra bien si ça se passe bien, je continue. Voilà. Là on doit soigner ça, on doit soigner vraiment verrouiller, répondre à toutes les questions pendant le process et soigner l'intégration. Et après, ça peut que aller bien. Pour être quasi certain que ça matche, en fait, tout de suite après. Ok, quel avenir voyez-vous pour les métiers de la santé, Mathieu ? Un avenir radieux, puisque ce sont des métiers qui vont continuer à recruter. Comme vous l'avez dit en introduction, on aura de plus en plus de personnes âgées qui nécessiteront un accueil, des soins particuliers. Donc, ce sont des métiers d'avenir. Alors, une question un peu plus personnelle pour terminer cet échange. Vous avez effectué tout votre parcours professionnel dans les ressources humaines et dans le domaine de la santé particulièrement. Est-ce un hasard? Est-ce un choix? Qu'est-ce qui vous anime tous les jours? Alors j'ai commencé mon tout premier métier dans un cabinet de chasse de tête, à l'époque où il n'y avait pas encore vraiment LinkedIn, donc c'était de la vraie chasse de tête. Et j'ai été très vite formé au métier de la santé, parce qu'il y a une consultante qui travaillait à l'époque pour la Générale de Santé, et donc qui m'avait formé à ces métiers particuliers. Et en fait, ça m'a bien plu, parce que... Voilà, c'est assez droit au but, en fait. Le bon diplôme, la bonne personnalité, la bonne cible de chasse et on partait. Ensuite, j'ai évolué sur divers cabinets plus connus comme Manpower et autres. Et pour finir chez Lobster, pour lequel j'ai ouvert la branche santé et pour finalement être recruté par un de mes clients. D'accord, ok, c'est ça l'histoire. Et qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Ce qui m'anime au quotidien, ce qui me plaît par rapport au métier de consultant, c'est de m'inscrire dans des projets sur le long terme. Alors j'ai une équipe qui est formidable et qui sont très professionnelles, donc elles se gèrent elles-mêmes, je dirais. Donc moi, j'interviens plus sur des projets aujourd'hui, mettre en place en fait des outils facilitant le recrutement. Donc, dont l'application de vacation dont je vous ai parlé pour les remplacements. D'accord. Okay. Donc, c'est ça qui m'anime. Ok.
Merci Mathieu pour cet échange. Voilà, c'est la fin de cette première saison de notre podcast La tête de l'emploi, qui, je l'espère, vous aura plu. Je remercie encore Mathieu Picard d'avoir accepté notre invitation, mais également tous nos autres invités. Vous pouvez retrouver les 6 épisodes sur les plateformes d'écoute et sur Hippolyte RH. On se retrouve très vite pour une nouvelle saison. En attendant, je vous souhaite un bel été à tous. À bientôt.